une réflexion collective et je prendrai le cheminement qu'on a fait dans la société, non pas en exemplarité, mais en illustration d'un cheminement auquel certains peuvent s'identifier partiellement. Donc la société est une société familiale, c'est la troisième génération. Nous distillons, nous produisons des huiles essentielles et fiers de ce que nous faisons. Ce sont de beaux produits et pendant des années et des années, tout se déroulait très bien, sans questionnement majeur, parce qu'on était voilà, dans un certain cheminement. Puis il y a eu un événement un peu traumatique qui a été la crise de la bulle de 2008, parce que ça nous a fortement secoué. Étant une entreprise qui travaille avec les plantes, donc nous sommes tributaires des cycles de végétation, donc il y a une production annuelle. Donc comme nous produisons et que nous distribuons, nous sommes tenus d'avoir un stock à la disposition de nos clients. Et en 2008-2009, nous avions à peu près 50% du chiffre d'affaires en stock, comme on l'avait fait jusqu'à présent. Tout allait bien, mais là, soudain, le couperet de cette bulle financière qui éclate et un coup d'arrêt pendant plusieurs mois. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et pour moi, ça a été un électrochoc, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Justement, ces inductions contradictoires en se disant, on fait bien notre travail, on le fait depuis longtemps, on sait ce qu'on fait. Et pris dans un contexte général qui nous échappe complètement, on est au bord du dépôt de bilan. Donc ça a été une source à la fois d'angoisse quand même, et puis de réflexion profonde pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et là, il y a eu un cheminement en se disant, il faut que je travaille non plus dans une chaîne où il y a les fournisseurs, les producteurs, les clients, etc., mais qu'il y ait une imbrication des parties prenantes et une imbrication des intérêts communs. Et dans cette démarche-là, évidemment, des concepts sont apparus en termes de traçabilité, de durabilité, etc. Et je me suis dit, mais je me trouvais en situation d'exiger de mes partenaires un certain nombre de points pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je me suis dit, mais qu'en est-il de ta propre entreprise? Tu es en train de réfléchir sur les externalités, mais comment ça fonctionne chez toi? Et c'est ainsi que je me suis tourné vers cette problématique de la gouvernance, accompagnée dans la réflexion, effectivement, par Christophe Samples, par le club KPF, une réflexion de fond sur le sens à donner à notre activité. Donc, ce soir, je vais parler plutôt effectivement des questions de gouvernance, mais ce changement de positionnement économique, il a des ramifications évidemment dans nos relations avec ce qu'on appelle nos externalités. Donc, pour ce qui est de mon entreprise et la question de l'organisation interne, le fil directeur, pour moi, c'était de dire comment circule l'information. Je vais partir de ce bilan, on peut rentrer par plusieurs portes, mais je vais rentrer par cette porte-là. Comment circule l'information dans mon entreprise? Alors, vous connaissez tous ce jeu qui consiste à se mettre en cercle, et puis le premier dit une phrase à l'oreille du second, qui le redit au troisième, qui le redit au quatrième, qui le redit au cinquième. Et on est censé avoir une communication normale. Et en fait, on a une distorsion qui est extraordinaire. Alors ça parle à peu près de la même chose. On sait qu'on est à peu près dans le même registre, mais le contenu est complètement aléatoire. Dans une entreprise, on peut trouver
exactement ces mêmes distorsions, avec le PDG qui dit la première valeur de l'entreprise, c'est son équipe, et puis la communication se fait, et puis on arrive au responsable commercial qui va vous dire le client est roi. Alors on sait qu'il y a une hiérarchie des valeurs, des propositions, des priorités, et vous voyez la distorsion qui a eu lieu dans la communication des messages. Alors on peut se dire, eh bien oui, mais il suffit d'essayer d'analyser ce qui se passe, et souvent on est tous sur le compte des organisations pyramidales. On se dit, ben, évidemment, il y a une mauvaise communication parce que il y a une structure pyramidale avec beaucoup d'interférences. Là, on peut imaginer que entre le premier et le second dans le cercle, eh bien, le second est directeur général, mais il guette ce que dit le numéro 1, que le numéro 3 est responsable de service et considère qu'il est quelqu'un de vraiment très important. Le numéro 4, il a une fonction en entreprise, mais il joue au tennis avec le numéro 1 toutes les semaines, et pour lui c'est très important, etc. On peut décliner tout ça pour parler de toutes les interférences qu'il y a dans la communication. Et quand je dis communication, c'est transmission de l'information dans l'entreprise. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça c'est la faute de la hiérarchie. Je ne pense pas du tout. Je pense que la hiérarchie ou l'autorité n'est pas un défaut, c'est une condition sine qua non de toute organisation. Et que si vous enlevez la hiérarchie, vous avez un beau désordre, comme vous le voyez là. Ça ne simplifie pas du tout les choses, ça rend plus complexe l'organisation. Donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion, en tous les cas, moi c'est ce à quoi j'ai réfléchi, c'est comment donner à l'information un contenu qui soit plus fiable, plus cadré, plus formaté. Et ça a été la première démarche qu'on a fait avec l'économie de la fonctionnalité. C'est un exercice très délicat, très douloureux. Christophe nous a dit, réfléchissez sur la raison d'être de votre entreprise. Quelle est la vocation de votre entreprise? Et ça, cette notion de raison d'être, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé parce que ça va organiser toute l'information qui va suivre. La raison d'être d'une entreprise, l'objet social d'une société, c'est pas de gagner beaucoup d'argent. Vous ne verrez jamais ça écrit dans l'objet social, avoir un chalet dans l'arrière-pays ou bien passer 2 mois de vacances au Club Med. La vocation d'une entreprise, l'objet social est clairement défini en fonction de son activité, et la profitabilité de l'entreprise est une condition de durabilité, c'est une condition nécessaire, c'est une condition indispensable, mais elle n'est pas la finalité de l'entreprise. Donc cette réflexion sur la raison d'être est une réflexion fondamentale. Je vous répète, elle n'est pas facile. C'est un accouchement dans la douleur, parce qu'intuitivement, surtout quand on est dans des sociétés familiales où beaucoup de transmission implicite s'est faite, on sait intuitivement que ce qui nous différencie, on sait intuitivement ce qui nous positionne. Mais tant que ça reste implicite, c'est le lieu de toutes les projections, de toutes les manipulations, tout ce qu'on peut imaginer. Donc il y a tout un travail pour transformer l'implicite en explicite. Il faut que les choses soient dites, il faut qu'elles soient écrites, il faut qu'elles soient partagées. Et c'est à partir de cela que l'on arrive à construire des relations saines avec les uns et les autres, avec les coopérateurs de l'entreprise. Donc passer de l'implicite à l'explicite. Commencer par la raison d'être, la définir, la partager, la faire évoluer. Et c'est en fonction de cela que vont se distribuer les rôles, justement, dans l'entreprise. Ils vont se distribuer, ils vont se positionner par rapport à la raison d'être de l'entreprise. Et ces rôles, il est très important de les définir, de les décrire, de ne pas les confondre avec les personnes. Nous parlons de fonction, nous ne parlons pas de personnes. Et à ce moment-là, on va pouvoir décliner un certain nombre de rôles d'entreprise que l'on va pouvoir regrouper
de façon pertinente. Je vous donne l'exemple de mon entreprise. Donc, nous produisons et nous achetons un certain nombre d'huiles essentielles partout dans le monde et nous les commercialisons aussi partout dans le monde. Donc, en fait, les acheteurs et les vendeurs sont interdépendants. Souvent, on trouve deux services séparés. Là, ils sont complètement dépendants. C'est-à-dire que dans une entreprise, vous voyez, ce que je voulais mettre, ce que je mettais à l'extérieur de l'entreprise, dans l'imbrication des différentes externalités, ça existe dans l'entreprise en faisant travailler en commun ce qu'on appelle des services. En fait, ce sont des activités qui sont complémentaires et interdépendantes. Donc, achat-vente, quand on achète bien, on vend bien, on est d'accord. Quoi d'autre? Eh bien, peut-être le marketing. Parce que si on sait parler de ce que l'on fait, on va mieux vendre. Et côté achat, on ne fait pas les achats, ce n'est pas uniquement opérationnel, il faut une vision. Donc, il faut que le sourcing aussi soit là. Et on se trouve avec un cercle, un groupe, j'appelle ça des cercles, qui est, qu'on va appeler chez nous, on va appeler ça un cercle produit. Comment se constitue un cercle? Eh bien, ce qui caractérise un cercle, c'est qu'on peut mettre des indicateurs de performance ou des indicateurs d'évaluation qui vont être pertinents pour tous les parties prenantes de ce cercle. De même, on peut créer, là encore je donne un exemple, un cercle satisfaction client. Nous livrons des clients, des parfumeurs par exemple, et qu'est-ce qui est important? C'est que le parfumeur ait leur livraison dans les temps voulus, dans de beaux emballages, qui viennent de chez M. Tournaire, avec une qualité de produit qui sera garantie et avec une réglementation qui sera respectée. Donc, satisfaction client, eh bien, 3 activités qui sont complémentaires. Je vous donne des exemples de ma société pour expliquer qu'il y a cette imbrication d'activités qui semblent bien identifiées, ce qu'on appelait avant les services, et qui sont rapprochés et qui travaillent ensemble et qui travaillent selon des indicateurs qui les évaluent tous. L'une des grands défauts dans les structures classiques, c'est le cloisonnement qui peut exister parce qu'il y a une déperdition d'informations. Je reviens à mon cercle initial, il y a une déformation de l'information, il y a une déformation de la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est d'abord raison d'être. Chaque rôle bien identifié par rapport à la raison d'être. Et là, on a un critère d'évaluation. Regroupement de ces activités en fonction de cercles de cohérence où on va avoir des indicateurs communs. Lorsqu'on a fait cette démarche, on a les structures, si vous voulez, de mise en place qui sont solides. C'est tout un cheminement. Ce n'est pas un cheminement facile, mais qui se fait, comme disait M. Tournaire, progressivement. C'est un processus de transformation. À la fois, il y a du développement personnel, et puis il y a du développement de structure. Il y a des dispositifs nouveaux à mettre en place, relationnels. Au niveau des comportements, il y a des attitudes nouvelles à avoir. Ce dispositif suppose que chaque rôle a une autorité, irréductible. Autrement dit, ceux qui ont une responsabilité sont les maîtres, les responsables de ce qu'ils font. Ils ont une autorité absolue là-dessus. Et la contrepartie, c'est qu'ils ont une redevabilité, c'est-à-dire qu'ils ont une obligation de résultat. Et les deux sont liés. C'est-à-dire que nous avons de la liberté, de l'autorité, du pouvoir, avec une obligation de résultat. Et ce dispositif est extrêmement productif ou créatif ou performant, selon comment on voudra le nommer.
Ça suppose effectivement des changements personnels d'attitude, c'est-à-dire que, vous savez, ce fameux triangle victime, bourreau ou sauveteur qu'on retrouve tellement dans les comportements, eh bien, il est désarticulé dans ces dispositifs-là. C'est-à-dire qu'un petit chef ne peut pas jouer indéfiniment les sauveteurs, et une victime qui se retranche toujours vers les décisions de son supérieur hiérarchique ne peut plus non plus se retrancher derrière cette position de confort. Donc c'est une transformation en profondeur et qui est salutaire si on juge par ce qui se transforme, ce qui se passe dans les... Alors ça c'est bon, un petit clin d'œil, c'est l'interdépendance des différents cercles. Évidemment, ces cercles sont connectés et sont interdépendants. Et il y a surtout un grand cercle qui englobe l'ensemble et qui est la membrane, si vous voulez, d'entreprise et qui est la raison d'être qui englobe toute activité. C'est dans cette membrane que se joue la RSE. C'est-à-dire que c'est l'interface de l'intérieur et de l'extérieur. Cette membrane est traversée de l'intégration sociale de l'entreprise dans son environnement et en même temps elle est traversée de l'intérieur vers l'extérieur pour alimenter la vie sociale et ça tient de sa mission. Je voudrais évoquer un point qui est vraiment important aussi, c'est le descriptif que je viens de faire en termes d'organisation. Il ne se fait pas sans événements personnels, intérieurs. On n'est pas dans le monde des bisounours, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des situations inconfortables qui vont apparaître. Et là, c'est vraiment une ressource extraordinaire de ces nouveaux modes d'organisation, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle les tensions pour accompagner la transformation de la société, de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une tension? C'est la distance qu'il y a entre la réalité, telle qu'on la vit tous les jours, et ce que l'on imagine qui pourrait être, qui nous rapprocherait un peu plus de la raison d'être de l'entreprise. Et ce décalage est générateur donc d'émotions. Alors cette émotion, dans d'autres contextes, ça peut se traduire en une perte d'énergie extraordinaire, de la colère, du ressentiment, tout ce qu'on connaît. Ou bien ça peut se traduire, on passe de l'implicite, du non-dit à l'explicite, et on va la formuler. On va la formuler non pas en tant que personne, mais on va la formuler en tant que rôle. Par exemple, nous avons décidé que le groupe de produits, par exemple, a décidé qu'il serait bon de faire un mailing tous les mois ou une newsletter pour informer les situations de marché. Ça relève du marketing. Bien. Supposons que le marketing ne fasse pas son travail, il ne respecte pas sa redevabilité, et le responsable commercial, ça le rend fou, parce qu'on avait dit que, et on n'a pas fait, alors pourquoi? Au lieu de garder ça dans du ressentiment du non-dit, on dit voilà, j'ai une tension. Nous avions dit ceci, et voilà la différence qu'il y a entre ce que nous avions dit et qui était vraiment en cohérence avec la raison d'être de l'entreprise. Et voilà ce qui se passe. À ce moment-là, le responsable marketing va expliquer, intervenir, et il va y avoir tout un travail qui se fait de résolution de la tension, de résolution, résolution professionnelle. Il ne s'agit pas d'être gentil, il ne s'agit pas de réduire à minima les tensions, il s'agit de les comprendre et de les résoudre. Est-ce que c'est un manque de ressources de la part du marketing? Est-ce que le responsable des ventes a eu de mauvaises informations qui ne sont pas pertinentes, etc. Donc il y a
une utilisation de la tension. En fait, il faut avoir une vision positive des tensions, comme on peut avoir une vision positive des épreuves, comme des sources de transformation et d'évolution. À partir du moment où nous sommes rentrés dans cette logique de dialogue qui dépasse les questions de personnalité et d'ego, et qu'on peut travailler ensemble à se rapprocher de la raison d'être de notre activité, on a des comportements réellement coopératifs. Coopératifs et extrêmement performants. Je parle d'expérience. Et c'est réjouissant à plusieurs points de vue. C'est réjouissant parce que c'est donc très performant d'un point de vue professionnel. Mais ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'au niveau du sens du travail de chaque collaborateur donne du sens à son travail, à ce qu'il fait, donne de l'importance. Tout le monde dans l'entreprise est capable, est en situation de manifester une tension, d'expliquer, de contribuer donc à la transformation de l'entreprise. Et évidemment, ça change complètement la qualité de notre activité si on se dit qu'on va subir ou si on se dit que l'on collabore, qu'on coopère à ce qui fait notre vie quotidienne. Il y a une évolution qualitative considérable et je crois que cette qualité de vie dans l'équipe est un indicateur qui est pour moi extrêmement pertinent. Alors, là encore, je ne veux pas être dans l'idéalisme le plus complet. Ceci demande un processus de transformation et suppose, ça c'est pour moi fondamental, un accompagnement. Parce que si on met ce dispositif en place et que ça vient de la direction, eh bien, nous retombons dans des schémas de pouvoir pyramidaux et ce n'est pas intégré de façon neutre, c'est-à-dire qu'on entend moins le message que l'information de l'origine du message. Donc, il est, selon moi, fondamental de se faire accompagner dans ce processus. Là, nous avons, et nous continuons à être accompagnés donc, par Christophe Sangels, par l'équipe KPF, et c'est vraiment nécessaire parce que il y a tout un accompagnement de transformation des comportements, de transformation de la circulation de l'information. Je reviens à ça, mais c'est tellement fondamental d'observer dans l'entreprise comment circule l'information et quelles sont les zones de distorsion. Donc il y a toute une transformation progressive. On a fait des forums, on a fait une cartographie de l'entreprise, on a organisé des accompagnements de groupe et petit à petit il y a une appropriation de ces comportements nouveaux et voilà, je me suis donné du temps. Je pense que c'est une transformation que l'on peut positionner sur 1 an, 2 ans. Je le dis pour une entreprise comme la mienne, comme celle de Luc, voilà, 2 ans, ça vaut vraiment la peine de se focaliser pour accompagner cette transformation qui est un processus sans fin. C'est-à-dire, si un jour on était figé dans une structure définitive, c'est qu'on n'aurait rien compris au mécanisme des tensions, parce que par bonheur, on est dans un processus de transformation perpétuelle. Voilà, je vous livre donc cette expérience que l'on a traversée et que l'on continue à traverser, fort heureusement, chez Albert Vieille. Les maîtres mots, c'est raison d'être. Je dirais encore raison d'être et raison d'être. Au niveau de tous les niveaux. Et aussi un grand capital de confiance à avoir les uns et les préjugés favorables les uns vis-à-vis des autres. Chez moi, tout le monde est supposé savoir. Et tant qu'il n'y a pas eu de catastrophe, eh bien, chacun a pleine autorité pour réaliser son rôle. Voilà, je vous remercie.